triomphe, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen, c'est mon devoir de citoyen. Je n'avais qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et on est ravis de vous accueillir avec Philippe David, comme chaque lundi. Bonjour, Madame Aurélie Gros. Bonsoir, Madame Cécile et Monsieur Bonsoir, Philippe. vous avez raison. Bonsoir, Stéphane Pellet. Bonsoir à tous les 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. On va en parler tout de suite, d'ailleurs, avec ce sommaire de cette émission, puisque aujourd'hui, seulement un enfant d'ouvrier sur 10 devient cadre et moins de 5% des élèves des grandes écoles viennent de milieux populaires. Alors, comment, dans un pays qui se veut méritocratique, peut-on encore parler d'égalité des chances? Pour en discuter, deux voix engagées, deux parcours brillants, deux incarnations d'une ambition lucide et solidaire. Avec nous, Pierre Amougou, président de l'association Les Mindsetters. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. My English is not too bad. Very good. Comme vous êtes chercheur à Princeton, j'ai testé mon niveau d'anglais, évidemment. Et Wuri Banor, cofondatrice de l'association L'Ambitieuse. Bonsoir. Bonsoir. Et on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix et on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et Aurélie Gros, ce soir, vous aviez envie de parler de ce sujet qui est très important. Et oui, ce soir, on voulait parler de ce qui pousse ou empêche les jeunes à rêver grand. Et on a la chance d'avoir deux personnes, on peut dire, exceptionnelles, et vous allez le voir, dans un Attendez, pays... on va voir. Bon, vous allez voir. D'un côté, là, je m'avance un peu. Mais c'est vrai que dans un pays où on proclame que quand on veut, on peut, qu'en est-il vraiment quand on vient d'un milieu modeste, d'un milieu populaire, des campagnes ou des quartiers populaires, d'un territoire oublié, quand on n'a pas les bons codes, les bons réseaux ou simplement le droit de croire que c'est possible. Et c'est pour ça qu'on a invité ces deux jeunes engagés. Alors, il s'appelle Pierre Amougou et je suis ravie de l'accueillir ce soir. On a Wuri Banor, qui est 24 ans, qui est aussi cofondatrice de l'association L'Ambitieuse et qui est étudiante à Dauphine, qui fait plein de choses. Pierre, il est diplômé de l'école normale supérieure. Il est chercheur à Princeton. Bref, je vous passe. Mais Wuri aussi. Hein. Vous êtes chercheur? Vous avez trouvé ou pas? Non, je vous savez ce que disait le général de Gaulle, hein. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche, mais des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Et moi, ce que j'aimerais leur demander ce soir, avant de commencer notre débat et d'engager les discussions autour de leur merveilleuse association et de leur merveilleux parcours, c'est comment est-ce qu'on peut encore oser dire que les inégalités sont souvent déjà jouées à la naissance? Pierre? Donc, merci encore pour l'invitation. Vous êtes le bienvenu. Oui. Merci. Pour moi, effectivement, les inégalités, elles commencent dès la naissance, c'est-à-dire que en fonction de nos parents, de leur métier, de notre lieu de naissance, on a certaines cartes et d'autres en ont d'autres, et que le jeu, finalement, il est un peu truqué. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'égalité de naissance, mais d'inégalité de naissance. Voilà. Avec vous aussi, peut-être, donnez votre avis aussi. Je peux que confirmer ce qu'a pu dire Pierre, dans le sens où, effectivement, quand on naît, on ne choisit pas forcément son bagage, on ne choisit pas son sexe, ni l'endroit géographique, plein de caractères, en fait, qui nous caractérisent et qu'on nous rattache, qui ne sont pas de notre sort, et qui au final vont avoir un impact sur tout notre parcours scolaire et professionnel, que ce soit dans notre imaginaire, dans la représentation de ce qu'on est capable de faire ou non, dans la confiance qu'on va avoir en soi ou pas, et du rapport aussi à l'école, à la scolarité, aux modèles, aux personnes qu'on va avoir et qui vont nous représenter ou non. Et tout ça aura un impact donc sur l'orientation scolaire et professionnelle. Et malheureusement, effectivement, comme il disait, le parcours des parents va avoir aussi cette influence-là. Et donc, pour moi, on peut que confirmer que malheureusement, il y a des inégalités. Mais si vous racontez votre propre histoire pour qu'on comprenne bien, parce que j'imagine que tous les deux, c'est du vécu, l'enceinte familiale, et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez aussi et que vous êtes là aujourd'hui et qui vous a donné envie d'aider les autres? Et le milieu d'où vous êtes parti, parce que maintenant, aujourd'hui, vous êtes vraiment, vous me passerez l'expression, en haut du panier.
Ah bah oui, au niveau diplôme, oui, c'est moins pour plaisir. Chercheur à Princeton et en master à Dauphine, oui. Oui, on sent petit. Ah bah surtout quand on voit la taille de Pierre, là, on sent vraiment petit à tous les sens du terme. On vous écoute, oui. Alors c'est vrai que par rapport au parcours et au milieu d'origine, effectivement, on vient d'un milieu d'origine, je pense, où on ne nous aurait pas prédestiné à ces parcours-là qu'on a pu avoir. Et oui, on a rencontré de nombreux obstacles qui étaient liés à ce milieu-là d'où on vient. Moi, je viens de banlieue parisienne, donc du 78 plus précisément, et j'ai grandi avec des parents qui étaient analphabètes. Donc ils ne pouvaient pas m'aider sur les différents plans scolaires, par exemple, ou m'orienter tout simplement, savoir ce qui existe comme type de profession. Par contre, ils ont toujours mis l'accent sur m'encourager, sur me soutenir dans mes choix et me dire qu'ils me faisaient confiance et que je pense que c'est là où ça a fait la différence de me dire que je ne devais pas m'auto-censurer. Et ça, c'est un frein souvent qu'on rencontre auprès des jeunes de milieu populaire et que moi, j'ai pas pu avoir du fait que mes parents ont quand même mis l'accent sur ça. Pierre moi, j'ai souscrit totalement aux propos de Ouri. Mais je pense que moi, ce qui m'a aidé, c'est l'éducation de ma mère. J'ai donné une anecdote. Lorsqu'elle était sans emploi, chaque matin, elle se levait pour que je pense qu'elle ait un travail. Donc, elle m'a toujours montré qu'il fallait travailler, faire des efforts. Et elle m'a toujours dit que peu importe ton milieu d'origine, il fallait te battre 2 fois plus que les autres, être 2 fois plus fort que les autres pour avoir leurs opportunités. Donc, ça faisait que, pour moi, je savais que l'éducation serait un combat et que j'allais avoir des difficultés. J'étais prêt, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas été surpris par les difficultés. Et c'est ça qui m'a aidé, justement, à réussir scolairement, en tout cas. Et vous rêviez à quoi, tous les deux ? Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être médecin. Ah, bah on sait jamais, hein, ça peut changer. J'embauche. Pierre ? Moi, honnêtement, j'ai eu du mal à trouver ma voie. C'est-à-dire que moi, au début, c'était rendre fier ma mère. Honnêtement, c'était avoir le bac général. Ensuite, ça a été intégrer des bonnes écoles, mais j'avais pas vraiment de rêve. Et même maintenant, j'ai pas vraiment un rêve précis. C'est plus. Quand vous êtes à Princeton, chercheur à Princeton, vous avez déjà un commencement de petit début d'idée, je suppose. Donnez-nous quand même le nom. Donnez-nous le nom du lycée où vous avez fait votre prépa. Je suis passé au lycée Henri IV. Mais chercheur en quoi, en fait, aujourd'hui ? C'est quoi votre spécialité ? Actuellement, je suis plutôt intervenant dans les lycées et les écoles de commerce. D'accord. C'est-à-dire que je vais vulgariser les sciences cognitives sur des sujets d'éducation. C'est-à-dire expliquer aux jeunes comment la mémoire fonctionne, expliquer à des managers comment manager des cerveaux, finalement. Ah bah ça m'intéresse. On va tous s'inscrire. À titre personnel, entre le cerveau et la mémoire, c'est pour moi. Donc voilà. Non mais est-ce que quelque part, ce que vous nous dites, c'est pas que les premiers vecteurs d'éducation, avant même l'école, ce ne sont pas les parents ? En fait, pour moi, les parents, ils ont leur rôle à jouer, mais ils ne peuvent pas tout déterminer et ils ont leur propre combat. Et surtout quand on vient de milieu populaire, nos parents s'attachent déjà à ce qu'on puisse avoir une certaine stabilité économique. Par exemple, une anecdote que je trouve assez drôle, c'est que je pensais être de classe moyenne, alors que j'en suis très très loin. Mais mes parents ont mis l'accent sur ça, notamment ma mère avec laquelle j'ai grandi, qui fait tout pour que tu te sentes dans un cadre sécure pour pouvoir avancer dans tes propres projets en tant qu'enfant et dans ton orientation. Donc ils ont leur rôle à jouer, mais on ne peut pas tout leur remettre entre les mains, en fait. Entre les mains, en fait, et la responsabilité. Allez-y, Stéphane, pardon. Non, mais peut-être qu'il faut dire que ce débat est très complexe, parce qu'on peut pencher d'un côté ou d'un autre. On peut se dire ça va mieux, il y a plein de choses qui permettent que justement il y ait ces magnifiques parcours, et en même temps, je vais vous donner une statistique, à la création de l'ENA, 25% des étudiants étaient originaires de milieux employés ou paysans, ouvriers, etc. Modeste. Actuellement, c'est moins de 5%, et il y a une statistique qui est terrible, c'est que pour réussir à devenir haut fonctionnaire ou ambassadeur, il y a un truc absolument génial, c'est papa haut fonctionnaire et maman enseignante. Pourquoi maman enseignante ? Parce que le soir, elle fait faire les devoirs. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi la preuve justement que là c'est un des gros échecs de l'éducation nationale, c'est que si on n'a pas j'allais citer une marque de cours à la domicile, donc je m'abstiendrai. Quelqu'un d'extérieur pour vous donner un coup de main, ou des parents qui sont là pour vous aider, mais quand on a des parents analphabètes, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est pas quand même ça un des gros échecs de l'école, Pierre ? Oui, clairement. Je pense que maintenant, à l'école, on se pense qu'on a tous les mêmes chances, mais en réalité, c'est faux. Et donc, c'est dur pour certains jeunes de se projeter via l'école, parce qu'ils se disent que finalement, c'est peut-être pas pour moi. Mais aussi, je pense qu'il faut souligner le rôle des professeurs. Moi, sans les professeurs, je ne serais pas là.
j'ai des professeurs qui ont dépassé leur rôle, dépassé leur fonction, qui m'ont poussé à être plus ambitieux. Mais vous aussi, vous avez dépassé votre fonction aussi, on peut le dire. Mais est-ce que c'est dépasser leur fonction ou c'est juste des bons profs en fait? Ben oui, c'est ça. C'est ça le truc. Dans mon cas, je dirais que c'est dépasser leur fonction. D'accord. Je pense à Monsieur Cherfi, mon professeur d'économie en terminale, qui m'a appelé au téléphone. Oui. Qui m'a appelé au téléphone pour me motiver à candidater à Sciences Po Henri IV, ou qui m'a encouragé pendant mes révisions au baccalauréat. Ça, c'est quand même un scoop. Il y a des profs de maths sympas. J'avais jamais imaginé ça. Oury, est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous êtes parce que peut-être que vous avez déjà l'ambition chez vous. À quel moment à quel âge vous avez eu envie de dire, moi j'ai envie de réussir? Je pense qu'assez jeune et de manière très inconsciente, on me l'a mis dans la tête, comme je disais, avec mes parents et ma famille, qui m'ont toujours dit et fait croire, ou en tout cas m'ont poussé à croire, que je pouvais tout faire. Donc ça, c'était quelque chose où on enlevait une barrière mentale que d'autres jeunes pourraient avoir en venant de milieu populaire. Et moi, on me dit non, tu peux faire ce que tu veux si tu travailles, si tu donnes les moyens, et tu vas y arriver. Et en voyant que, effectivement, plus j'avance, plus je vois qu'il y a des choses qui me paraissent quand même lointaines de ce que je vois autour de moi, mais je me dis, je vais essayer. Et finalement, ça passe parce que je me donne aussi les moyens, mais voilà, il y a des conditions qui se mettent en place, quoi. Allez, on fait une petite pause et on reviendra parce qu'on ne sait jamais. On se pose toujours la question de dire est-ce que l'ambition c'est inné ou c'est de l'acquis. C'est une vraie question. Il y a un spécialiste des sciences cognitives. Il va nous dire ça. Excellent. D'abord, il va s'occuper de mon cerveau et de ma mémoire. Alors là, il y a du boulot. Attendez, d'habitude, elle se moque de moi. Alors je peux bien me venger un peu. T'es en forme, Philippe, ce soir? Physiquement, oui. Non, moi je le trouve moite-moite. Voilà, merci. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec bien évidemment Aurélie Gros, Stéphane Pellet et vraiment deux invités qui donnent la pêche parce qu'ils ont montré qu'on pouvait venir d'un quartier populaire et avoir une très très grande réussite scolaire. Pierre Amougou, diplômé de Normal Sup pour les intimes, on dit comme ça, l'école ça va. L'école de la Roudoum, chercheur à Princeton, congratulations. Et Wori Banor, étudiante en master à Dauphine en affaires internationales et développement et cofondatrice et présidente de l'Ambitieuse, association qui aide les jeunes issus de milieux modestes à retrouver confiance et ambition. Oui, alors ce qui serait sympa, c'est que déjà, parce que ils ont des super diplômes, mais en plus ils sont engagés dans la citoyenneté pour aller vers les autres. Et vous avez deux associations, donc Pierre, les Mindsetters, vous aussi. Les Mindsetters, c'est quoi? J'ai essayé de faire un accent un peu mais sympa. Il est moins bon que le mien. Il n'a pas souri, c'était bon. J'étais assez fier de moi. Il est bien éduqué en plus. Donc les mindsetters, comme son nom l'indique, ça joue sur l'état d'esprit, le mind en anglais. Et en fait, ça part d'un constat, c'est que l'ambition, c'est le point de départ. C'est-à-dire que l'ambition donne la boussole et que la destination, c'est la réussite. Et que souvent, quand on parle de méritocratie, on se dit que quand on veut, on peut. Mais nous, on pense que c'est quand on peut, on veut. Donc le premier point, c'est de savoir qu'est-ce qui existe, de savoir qu'on peut, d'avoir le pouvoir, pour ensuite vouloir. Et donc les mindsetters, c'est d'expliquer quels sont les chemins possibles de réussite dans le domaine scolaire et professionnel. Et dans un second temps, de donner des outils pour pouvoir. Donc à l'aide des neurosciences et des sciences cognitives, c'est comment on apprend, comment se concentrer, comment être plus confiant, comment finalement faire face au syndrome de l'imposteur pour justement pouvoir choisir son orientation et y exceller, peu importe le domaine. Et donc nous, on fait des ateliers dans des lycées professionnels, dans des lycées, sur ces sujets-là. Et je l'ai cofondé avec ma mère, qui est conseillère en insertion à la mission locale de Sarcelles, qui aide du coup des jeunes qui sont parfois en décrochage scolaire, des jeunes qui sont parfois en foyer. Et moi, du coup, ça me permet d'avoir un aspect complet, parce qu'il y a le côté très pratique du monde professionnel, des jeunes qui n'ont pas forcément envie de faire des longues études, et moi qui connais plutôt bien le monde des grandes écoles. Donc c'est comme ça qu'on arrive à accompagner les jeunes. Et le second volet qu'on va développer, c'est sur les réseaux sociaux, montrer des rôles modèles. Woury, qui est ici est passé sur mon podcast, Me parle pas d'âge, où justement on va déconstruire les mythes autour de la réussite pour pousser les jeunes à être ambitieux et finalement trouver leur voie
dans cette France qu'on espère va rester positive. Pour ceux qui nous écoutent, les parents qui nous écoutent, à partir de quel âge il faut commencer à stimuler ces enfants sur la réussite, l'envie de faire un métier qui nous plaît et de déposer casser les barrières? J'aurais pas forcément d'âge, mais je dirais que le plus important, c'est de laisser l'enfant tester, trouver sa voie, c'est-à-dire ne pas l'enfermer, lui dire je dois faire que des mathématiques ou je dois que réussir via l'école. Ça peut être devenir boulanger, ça peut être faire de la peinture. Donc je pense que c'est ça. Et surtout, le plus important, je dirais, c'est banaliser l'échec. Parce que beaucoup de jeunes vont se censurer par peur de décevoir leurs parents. Donc si à chaque fois que je fais une erreur, je vois la déception dans les yeux de ma mère ou de mon père, je peux me censurer et perdre en confiance. Alors que les salvatrices, exactement. C'est important. Par exemple, aux États-Unis, à Princeton, les chercheurs ont un CV d'échec. Pour eux, c'est une force parce qu'ils se disent que échouer, c'est comme un diplôme. Aux États-Unis. Ils sont terribles, non? Et vous, votre association? Let's go on in English. Allez, vous. Donc l'ambitieuse, oui, c'est une association qu'on a cofondée avec Mélissa, qui est trésorière et cofondatrice. Donc, c'est une association qui vise plutôt à conscientiser, d'une part, sur les inégalités, faire prendre conscience aux jeunes. Pour nous, c'est vraiment un levier parce que nous, on n'avait pas conscience des inégalités jusqu'à arriver dans les grandes écoles. Et c'est là où on a vu la fracture et on s'est dit que en savoir avant, ça nous permet de mieux nous armer et de mieux nous préparer à affronter les obstacles. Avant, vous êtes arrivé en prépa, Henri IV, etc. Avant même la grande école, vous n'avez pas déjà vu ça? Non, honnêtement, non. Avant, jusqu'au lycée, j'ai vu qu'il y avait une diminution de la diversité, vu que j'étais allée dans un lycée scientifique. Oui. Mais j'avais pas conscience à ce point-là, en fait, des disparités qu'il pouvait y avoir au niveau social. D'accord. Donc, arrivé à Henri IV, oui, là, il y a eu la réelle fracture et je me suis dit qu'il y avait des choses à faire par rapport à ces questions-là. Avec l'association, on ouvre aussi le champ des possibles. L'objectif, nous, on a une approche de l'ambition qui n'est pas élitiste. Notre objectif, c'est que chaque jeune ait une orientation qui est choisie et adaptée à sa personne. Donc, si c'est une ou un jeune qui veut faire des études courtes, par exemple pour être pâtissière, faire un CAP, etc., on va l'encourager à se donner, à trouver sa voie et à être la meilleure pâtissière peut-être de sa ville ou du quartier ou peu importe. Et Mélissa, vous l'avez rencontrée où? Mélissa, donc on était colocataires en L1, enfin durant 2 ans d'ailleurs, durant notre licence au CPES. Et donc elle vient plutôt de Toulouse. Et plutôt du monde rural. Ah. Elle vient de la province. Oui, elle vient de la province. Et moi, je venais de banlieue. Voilà. Et en fait, en discutant et en développant nos affinités, on s'est rendu compte qu'on avait aussi eu les mêmes freins, en quelque sorte, qu'on vienne de banlieue ou en ruralité, en lien en tout cas avec l'orientation, avec l'égalité des chances. Et c'est là où on a décidé donc de créer cette association. Alors moi j'aime bien votre nom ambitieuse parce que l'ambition c'est toujours mal vu, c'est-à-dire que quand on a de l'ambition, alors que au contraire ça devrait être extrêmement positif. Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes auto-censuré? Pour ma part, très rarement. Ouais. J'ai fait face à des échecs, mais je préfère tenter et rater. Parce que c'est très féminin l'autocensure. Hein. Oui, c'est très très marqué au niveau des genres ou des sexes. Mais c'est vrai que pour ma part, non, j'ai eu tendance à échouer, voilà, à certains concours par exemple, mais pas forcément à me dire. En fait, je me dis que j'ai assez de freins en tant que jeune femme noire issue des banlieues pour m'en rajouter moi-même psychologiquement en me disant je vais pas tenter. Et c'est un accent aussi qu'on met sur nos actions, quoi. De se dire qu'il faut tenter et au pire on échoue et c'est pas grave, on rebondit. Et moi j'ai été très contente des endroits où j'ai rebondi d'ailleurs. Et voilà, c'est la force aussi qu'on essaie de donner. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors, quand on a des discours aussi structurés, des très belles valeurs et ces ambitions dont parlait Cécile, est-ce qu'on ne devient pas un peu ennuyeux par rapport à ses copains qui, eux, auraient peut-être tendance un peu à reproduire facilement ce qu'on leur donne en termes d'image, c'est-à-dire que dans certains quartiers, on doit devenir footballeur ou créer, je sais pas quoi. Mais ils jouent au foot, c'est une ambition d'être footballeur. Oui, c'est une ambition. Pour devenir un grand footballeur, c'est une ambition. Un grand basketteur ou rugbyman. Vos copains qui sont pas tous devenus chercheurs à Princeton? En réalité, moi, les amis que j'ai eu au lycée, on est une génération où chacun a trouvé sa voie, mais on se soutient entre nous. C'est-à-dire qu'on a des valeurs communes, c'est-à-dire le partage, l'engagement. Et donc, certains préparent un doctorat, d'autres ont travaillé après 2 ans d'études, etc. D'autres sont sportifs, mais on se retrouve autour de l'ambition. Comme Henri l'expliquait, c'est-à-dire que peu importe ce que tu choisis,
essaye d'être la meilleure version de toi-même. Pas de te comparer aux autres, mais de dire, par rapport à mon rêve, mes ambitions, comment je peux donner le meilleur de moi-même, comment je peux apporter ma contribution à la société. Et avec mes amis, c'est ces valeurs-là qu'on a. Et vous qui êtes à Princeton, il y a une différence de conception des choses aux USA et en France? Déjà au niveau de l'ambition, c'est-à-dire que... Aux États-Unis, l'ambition c'est bien vu, la réussite c'est bien vu, ça c'est clair. Par exemple, moi, contrairement à Ouri, je m'en censurais énormément. Donc au lycée, j'ai pas osé tenter Sciences Po. Henri IV, j'avais pas fini de remplir mon dossier, mais Henri IV m'avait contacté pour me demander de terminer mon dossier, donc c'est ça qui m'a sauvé. Et c'est grâce aux États-Unis que j'ai appris à être ambitieux, parce que souvent... Moi, on m'a éduqué dans l'humilité. Je me disais que dire que je veux être ceci, cela, c'était un manque d'humilité et je confondais justement humilité et ambition. Et les États-Unis, ça m'a permis de dire on peut être humble, mais ambitieux. Et justement, souvent, l'ambition, ça nous donne la direction et ça nous permet d'être plus exigeants pour justement être à la hauteur de nos ambitions. Et aujourd'hui, dans le système scolaire, sur les questions notamment d'orientation, quel est votre regard, vous, par exemple, sur... Parcoursup, cette formidable plateforme où les enfants doivent remplir des vœux. Comment vous jugez, vous qui intervenez dans ces lycées, la question tout simplement de comment on amène l'élève à se permettre parce que je pense qu'il y a aussi ça, c'est se permettre de rêver à quelque chose. Si je devais répondre, je pense que c'est catastrophique et que c'est pire qu'à notre époque. Je pense qu'on est en train de reculer. Parce qu'avec la réforme du baccalauréat, on a moins de repères, donc ça crée plus d'inégalités. Parce que les jeunes doivent plutôt faire des choix de spécialité, et ces choix peuvent être déterminants pour leur orientation sur Parcoursup. Donc je pense que ça crée plus d'inégalités. Là, ce matin, j'étais avec des professeurs qui expliquaient que maintenant, ils n'avaient plus de classe. C'est-à-dire qu'en SES, je vais avoir une classe spécialité scientifique, littéraire, mais ils ne peuvent pas suivre les élèves. Parce qu'en fait, maintenant, ils les ont que de manière éparpillée. Donc les professeurs ne peuvent plus suivre les élèves sur leur orientation, leur état scolaire, parce que les élèves viennent de différentes classes à cause des spécialités. Les parents sont perdus. Finalement, qu'est-ce que mon fils ou ma fille doit choisir comme spécialité en première? Et sur Parcoursup, c'est devenu de pire en pire, parce que finalement, on ne sait pas quels sont les critères de sélection. Beaucoup de parents se disent, Parcoursup, les jeux sont truqués, c'est du hasard, donc je vais devoir faire un crédit pour payer une école privée. Et ça crée encore plus d'inégalités, parce qu'il y a ceux qui maîtrisent les codes qui vont pouvoir choisir les bonnes orientations, et ceux qui ont de l'argent, qui ont des alternatives privées. Alors, Édouard Geffray, le nouveau ministre, que je connais par ailleurs, qui est un ancien collègue, je crois qu'on va lui donner rapidement 2 rendez-vous. Il faudra faire vite. Qu'est-ce que vous en pensez de cette excellente question d'Aurélie? Comment on peut faire un peu pour que finalement, actuellement, comment on pourrait faire avec les systèmes de plus en plus sélectifs de Parcoursup? Je pense qu'un des premiers axes, c'est d'informer les jeunes et d'informer les familles, de sensibiliser les parents, qui sont aussi un levier en fait pour l'orientation des jeunes, de sensibiliser également les professeurs dans ces milieux-là populaires, mais surtout de donner l'information aux jeunes de ce qui existe, de leur redonner confiance en l'école et en la possibilité de trouver sa voie. Donc on a souvent un champ très restreint quand on vient de milieu populaire en termes de possibilités dans notre imaginaire, et c'est là où on essaie vraiment de mettre l'accent, et aussi dans l'état d'esprit de se dire, comme il disait, de dédramatiser l'échec, de développer la proactivité, le fait d'être acteur de son orientation. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a fait la différence pour mon parcours, d'aller chercher l'information parce qu'il ne vient pas à soi, d'aller tenter de contacter des personnes, de vraiment être proactif et d'être résilient. Donc je pense que c'est des choses qu'on doit mettre en avant, apprendre ça aux jeunes le plus tôt possible, faire des ateliers avec eux et leur donner la parole aussi. Donc nous, quand on intervient au collège auprès des jeunes, on essaie de les faire participer en fait. Donc augmenter l'information vis-à-vis des parents, augmenter la question de l'orientation dès le plus jeune âge, puisque mettre fin totalement à Parcoursup, c'est ça? Non mais c'est un appel. Et peut-être la question de l'égalité à la naissance. Il faut nous les donner rapidement. Alors où est-ce qu'on peut s'inscrire? Comment on peut vous aider à faire monter vos jolies associations? Les mindsetters et l'ambitieuse. Allez, vite. Allez. Alors moi on peut me contacter déjà sur LinkedIn, Pierre Amougou. Et donc si vous êtes professeur dans des fondations, dans des entreprises, on cherche des intervenants pour apporter leur expertise, et surtout j'aimerais créer une plateforme de e-learning pour finalement apporter ce que l'école ne donne pas aux élèves, donc apprendre à apprendre, éducation financière.
Donc l'ambitieuse, on est présente surtout sur Instagram, mais on est également sur LinkedIn, TikTok pour les plus jeunes, et on va créer également notre site internet. L'objectif, c'est de pouvoir recruter des personnes qui interviendront avec nous et qui permettront en fait de transmettre toutes ces informations, toutes ces clés de réussite et d'ambition pour développer l'ambition des jeunes. Merci, en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir rencontré. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se retrouve demain à partir de 18h. Venez vous asseoir à côté de moi, Magali. Venez là, je vous laisse ma place. Voilà. Allez-y. Allez, dans un instant, Magali Berda sera avec vous, bien entendu. Je suis complètement en co-anime avec Cécile de Minibus. C'était mon rêve absolu. Voilà, moi aussi, c'était pareil. On vit pas dans la même France dans un instant. Oui. Bonsoir à tous. Alors on se retrouve tout de suite pour un numéro très spécial sur Grok, ChatGPT. L'IA est-elle un progrès ou un danger pour la France? Et on reçoit Océane Elimer, une influenceuse, vous allez voir, extraordinaire, qui m'a demandé qui était l'IA d'ailleurs, qui était cette personne, qui va débattre avec Rémi Cardon, qui est le sénateur socialiste de la Somme, le plus jeune sénateur de France. Allez, et si vous voulez participer au débat, c'est le 0826 300 avec Philippe David. On vous retrouve demain à partir de 18h. Merci Stéphane Pellet, merci Aurélie Gros. Merci à tous les deux. Merci à vous deux, vous êtes deux personnes formidables. Et puis passez une très belle soirée. Merci à notre équipe, Maxime, Aude, Justine, François-Louis et Antoine. Passez une très belle soirée. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.